Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Je vous propose qu'on attende encore quelques petites minutes, le temps que les derniers arrivés se connectent, et puis nous allons bientôt commencer. Donc, plus que quelques minutes de patience. Est-ce que pendant qu'on attend les derniers participants, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Pour ceux qui sont déjà là? Super, très bien. Donc, ça a l'air de marcher. Donc on attend encore quelques petites minutes et puis on démarre juste après. Bien, bonjour à tous. Je vous propose que nous démarrions ce webinaire. Merci déjà de vous être rendu disponible pour ce webinaire sur la cybersécurité. Donc, ce webinaire sera animé par moi-même, donc Laurent Fontaine. Je suis en charge du marketing pour le groupe Exodata. Je vous présenterai un petit peu les activités du groupe un petit peu plus tard. Et je serai accompagné en fait pour ce webinaire de Grégory Chevalier, qui est donc consultant en cybersécurité pour OpenSphere. Donc, bonjour Grégory. Voici comment est-ce que je vous propose d'organiser ce webinaire. Donc nous avons un premier temps de présentation rapide justement des activités du groupe Exodata et d'OpenSphere. Puis nous ferons un petit focus sur la cybersécurité, de quoi on parle concrètement lorsqu'on parle de cybersécurité. Un troisième point sur est-ce que c'est vraiment important pour les petites entreprises que nous sommes lorsqu'on a une activité locale en particulier, ou est-ce que ça concerne principalement les grandes entreprises ou les grands groupes. Nous verrons ensuite les vecteurs d'attaque, quels sont les risques, quels sont les coûts, comment est-ce qu'on peut les catégoriser. Et enfin, nous essaierons de voir un petit peu le panel de solutions et de coûts que cela représente pour les PME. Alors pour commencer, une présentation rapide des activités d'Exodata. Exodata, en fait, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique en essayant d'améliorer leur performance grâce à l'optimisation de leur système d'information. On a une particularité, c'est que nous sommes présents sur tout l'outre-mer français et donc ça nous permet de proposer en fait à nos clients des services d'infogérance en mode follow the sun. C'est-à-dire que lorsque les équipes de La Réunion, par exemple, vont se coucher, les équipes des Antilles prennent le relais. Lorsque les Antilles vont se coucher, c'est autour de la Nouvelle-Calédonie et ainsi de suite pour La Réunion. Donc ça veut dire que le soleil en fait ne se couche jamais sur les activités du groupe Exodata. Donc c'est une particularité très intéressante. OpenSphere, donc, qui est la filiale sécurité du groupe Exodata. Donc OpenSphere, c'est une société spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information. Elle est présente dans l'océan Indien, mais également en Martinique, en Guadeloupe, ainsi qu'à l'île Maurice, et également donc, en France métropolitaine depuis 2 ans.
Un petit focus rapide sur les métiers, les pôles d'expertise du groupe Exodata et d'OpenSphere. Donc, nous avons 3 pôles chez Exodata, le pôle organisationnel, le pôle fonctionnel et le pôle infrastructure. Organisationnel pour accompagner les entreprises dans la définition en fait, de leur stratégie IT, dans la mise en place de feuilles de route, dans la mise en place de schémas directeurs, la définition d'indicateurs de pilotage et avec toute une partie accompagnement au changement, AMOA, etc. Une fois qu'on aura défini ces objectifs stratégiques, pouvoir définir les outils et construire les outils qui vont permettre d'atteindre ces objectifs stratégiques. Donc, faire du développement from scratch, de l'intégration d'applications métiers, de la mise en place de tableaux de bord, de business intelligence. Et une fois que ces outils sont développés, nous avons un 3e pôle, donc la partie infrastructure, qui permet d'héberger ces outils et donc de les monitorer 24 heures sur 24, soit sur notre cloud, soit sur les clouds industriels de nos partenaires. Donc ça, c'est pour la partie Exodata. La partie OpenSphere, donc l'offre d'OpenSphere s'articule en fait autour de 4 grandes sphères. La partie audit et conseil en sécurité et gestion des risques, la partie infrastructure sécurisée, la vérification également de la sécurisation des applications, donc que ce soit des applications mobiles ou des applications métiers, et également donc, la formation à la sécurité pour l'ensemble des collaborateurs. Donc voilà un petit peu pour la présentation du groupe. Je vous propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, donc la partie cybersécurité. Et en fait, effectivement, la partie cybersécurité, tout le monde en parle. C'est un mot qu'on entend un peu partout. Il semble même que ce soit la préoccupation principale de 60% des chefs d'entreprise pour cette année. Mais concrètement, quand on parle de cybersécurité, de quoi parle-t-on concrètement? Alors, la cybersécurité, c'est tous les moyens qu'on va mettre en œuvre pour protéger l'information, le patrimoine informationnel d'une entreprise. Et la mise en œuvre de toutes ces protections s'articule autour de 4 grands axes qui sont la disponibilité. Donc, quand je parle de disponibilité, je parle de faire en sorte que l'information soit accessible quand on en a besoin. Donc, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est généralisable à tous les secteurs d'activité. Par exemple, si je prends EDF, par exemple, le circuit de distribution d'EDF ne va pas avoir besoin des mêmes besoins en disponibilité que, c'est pas un site vitrine d'un petit artisan, par exemple. Donc ça, c'est la partie disponibilité. Ensuite, on a la partie intégrité. Donc l'intégrité, c'est s'assurer que la donnée n'est pas altérée, qu'elle n'est pas modifiée sans qu'on sache pourquoi par des personnes mal intentionnées. Par exemple, je pourrais prendre quelqu'un de malveillant à l'interne qui a envie de s'augmenter, qui a envie de modifier son salaire. Donc l'intégrité, c'est s'assurer que ça ne soit pas possible, par exemple. La confidentialité, c'est ce dont on entend le plus parler aujourd'hui en termes de sécurité. C'est s'assurer que les données soient uniquement lisibles par les personnes habilitées. Donc, je pense à, par exemple, des plans des nouveaux moteurs de chez Renault ou Citroën, qui sont quand même des données extrêmement sensibles qu'il faut protéger. C'est s'assurer que ces informations restent confidentielles et uniquement accessibles aux personnes habilitées. Donc, ça, c'est la confidentialité. Donc, la sécurité, c'est surtout ces 3 gros piliers, donc disponibilité, intégrité et confidentialité. Maintenant, l'erreur est humaine et il arrive qu'il faille investiguer sur des incidents qui ont eu lieu en termes de sécurité. Et on parle du coup de preuves. Donc, c'est avoir la possibilité de remonter un incident, d'être capable de comprendre comment est-ce qui s'est passé et d'identifier donc les moyens pour le corriger et éventuellement d'engager les bonnes communications auprès de ses clients et auprès de la justice si besoin. Donc, on vous a compilé pas mal de statistiques, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. C'est des choses qui datent de l'année dernière, donc 2018, selon l'étude de Verizon. Donc, Verizon, c'est un grand éditeur de sécurité. Donc, en France, en 2018, on a 53 000 tentatives de piratage, dont 2216 qui ont réussi. Donc, juste pour vous situer un petit peu, ça fait 142 attaques par jour et 6 sur ces 142 qui ont réussi. Et en termes de victimes, 58% des victimes sont des petites et moyennes entreprises. Donc le chiffre est quand même énorme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires du piratage informatique rapporte beaucoup plus que le chiffre du trafic de drogue. Et le prix de l'information a dépassé celui du baril de pétrole, pour ton information. Donc on va vous parler un petit peu des types d'attaquants qu'aujourd'hui on est amené à faire face. On en a 2 catégories, donc des attaquants externes et des attaquants internes. Les attaquants externes, c'est toutes les personnes qui vont attaquer depuis l'externe, donc des systèmes exposés, des sites web, des bases de données qui sont mal protégées. Et dans ces attaquants externes, si tu veux bien passer, on en a, on va dire, trois grandes catégories.
Donc la principale étant le crime organisé. Donc comme je vous disais que le chiffre d'affaires de piratage rapporte plus que le trafic de drogue, forcément le crime organisé ça les intéresse. En termes également de risque, on ne parle pas d'attaquer une banque ou de faire de trafic de biens physiques, on parle de biens virtuels, donc le risque est évidemment beaucoup plus faible pour les criminels. C'est pour ça que la majorité, c'est du crime organisé. On a aussi, comme vous pouvez voir, un petit peu d'acteurs étatiques. Simplement 13%, vous allez me dire, peut-être oui et non, j'ai envie de dire, parce que, bon, évidemment, les moyens, les agences de l'État n'ont pas les mêmes moyens que le crime organisé et c'est beaucoup plus compliqué de les détecter. Et c'est pour ça que pour l'instant, on estime que c'est à peu près 13%. Il est possible que ce soit plus. Si je fais un petit focus sur l'interne, majoritairement, c'est des utilisateurs et administrateurs des entreprises. La plupart du temps, c'est des accidents qui sont faits. Quelqu'un qui ne respecte pas une bonne procédure de partage de fichiers ou un mauvais mail envoyé à la mauvaise personne et on se retrouve avec des bases de données de fichiers sensibles sur Internet. Donc voilà un petit peu les deux différents acteurs. Maintenant, un petit focus très rapide sur les techniques, juste pour vous sensibiliser à de quoi on parle. Donc, majoritairement, c'est le hacking. Donc, quand je parle de hacking, c'est simplement des systèmes obsolètes que vous avez laissés sur Internet malencontreusement, qui n'ont pas été mis à jour, qui possèdent des failles de sécurité que les pirates vont s'empresser d'exploiter. Vous verrez après de quoi on parle. On va vous faire pas une démo, mais on va vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de trouver sur Internet facilement. En deuxième lieu, il y a les erreurs des configurations. Comme je vous disais, l'erreur est humaine et en cybersécurité, malheureusement, c'est quelque chose de très très présent. Et si on n'a pas les bons contrôles pour s'assurer que ces erreurs n'existent pas, il y a de très fortes chances de s'exposer à des fuites de données et à plein d'incidents malencontreux. Enfin, ce que vous connaissez sûrement le plus, c'est le malware et le social engineering. Donc le malware, tout simplement, vous recevez un mail qui vous dit vous avez oublié de payer telle facture, vous cliquez dessus, ça active un virus sur votre PC qui lock votre PC, vous n'y avez plus accès, les données sont prises en rançon et vous êtes obligé de payer pour pouvoir récupérer vos données. C'est le type, ce qu'on appelle les cryptolockers, c'est une variété de virus, mais c'est ce qu'on croise pas mal aussi aujourd'hui. Donc voilà. Donc vous noterez que évidemment la somme des techniques est supérieure à 100. C'est logique, en fait, ça vient du fait que lorsqu'on est pirate et qu'on attaque une société, on va essayer d'utiliser tous les moyens possibles pour essayer d'infiltrer la société. On ne va pas se contenter que d'une ou deux méthodes, on va être le plus intrusif possible. Tu peux insister sur le social engineering, qu'est-ce qu'on met derrière? Alors, social engineering, c'est toutes les attaques qui ne ciblent pas des systèmes, mais qui ciblent plutôt l'humain. Donc l'objectif, c'est de passer un coup de téléphone au service de comptabilité, essayer de se faire virer de l'argent sur un compte à l'étranger, en se faisant passer pour un président. C'est effectivement envoyer des mails demandant des paiements de factures, c'est essayer de récupérer de l'information sur l'entreprise. C'est travailler sur le social, travailler sur l'humain. Alors, les motivations de ces pirates, parce qu'effectivement, 53 000, mais derrière, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Donc, forcément, ils y gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Tiens, d'ailleurs, Laurent, est-ce que tu sais combien ça coûte une donnée, un numéro de carte bleue sur le marché noir? Je dirais 150 euros. Parce que tu es un peu loin de la réalité. En fait, c'est juste 4 euros. C'est vraiment pas grand-chose. 4 euros pour un numéro de carte bleue. Et avec ça, tu as le service à l'après-vente qui va avec. C'est-à-dire, si le numéro de carte bleue il a été corrigé parce que la banque elle a fait bien les choses, le pirate t'en redonne une nouvelle. Non, au niveau du prix de la donnée, aujourd'hui sur le marché noir, c'est très très bas. Et comme aujourd'hui, comme vous allez le voir plus tard, on collecte des millions et des milliards d'informations, en revendant tout ça, ça représente énormément d'argent. Donc ils y retrouvent leur compte et c'est pour ça que les prix sont aussi bas aujourd'hui. Donc évidemment, comme je vous disais, les motivations, le principal c'est financier, pour ça. Une adresse mail, ça se revend, allez, peut-être 0,5 centimes. Et quand on en a des milliards à revendre, je pense par exemple à la faille de Yahoo qui a eu lieu il y a quelques années, ça représente quand même des millions de bénéfices pour le crime organisé. Dans un deuxième temps, l'espionnage industriel. Donc évidemment, c'est pas pro bono, hein, c'est soit des concurrents, soit des pirates qui revendent effectivement des projets, des secrets industriels. Donc encore une fois, c'est un rapport financier qui est derrière tout ça. Enfin, on a un petit peu la gloire et la vengeance. Bon, la gloire, c'est pas extrêmement frappant. Et la vengeance, là, on est plutôt sur de l'employé mal intentionné qui s'est fait virer et qui veut se venger. C'est des choses qui arrivent malheureusement. 70% des brèches ont mis plusieurs mois à être découvertes, effectivement. Donc, je vous laisse imaginer du coup le nombre de données qui a pu être exfiltré pendant plusieurs mois avant qu'on découvre tout ça. Passons à présent
quelques petites informations concernant qu'est-ce qui est volé, parce que bon, on vole beaucoup, c'est bien, mais on vole quoi? Alors, beaucoup de données personnelles, donc comme je vous le disais, adresse mail, nom, prénom, informations de sécurité sociale par exemple, numéro de passeport, donc c'est tout ce qu'on met dans la partie données personnelles. Pas mal de données de paiement aussi, parce que en fait, c'est vraiment le principe de l'offre et la demande. Les données personnelles de paiement et médical, c'est ce qui se revend le plus facilement sur le marché noir. Donc, c'est pour ça que c'est le plus volé. Et c'est les personnes et c'est les entreprises qui en possèdent le plus qui sont touchées. Donc, encore une fois, comme on peut dire, oui, dans ce cas-là, c'est les grandes entreprises qui sont touchées. Bah, pas forcément, parce que les grandes entreprises vont mettre beaucoup de moyens derrière pour protéger ces données. Du coup, le meilleur ratio effort et coût, c'est forcément les petites et moyennes entreprises. Enfin, les sites d'attaque, et après, on va passer à quelques exemples concrets. Forcément, les serveurs sont le plus touchés par les pirates parce que c'est ce qui est exposé sur Internet, c'est ce que vous avez besoin pour exposer un canal de vente, c'est ce que vous avez besoin pour vous présenter votre société. C'est vos serveurs mail, parce que vos serveurs mail, une fois qu'on les a infectés, pour un pirate, c'est vraiment trivial de faire du social engineering dessus. C'est très simple, on a tous les mails de tout le monde, on a les différents échanges, les procédés de validation, on n'a plus qu'à se servir. Et les bases de données qui hébergent évidemment les données. Donc, tout ce qui est exposé sur Internet est forcément la cible principale des pirates. En deuxième lieu, on a tout ce qui est équipement utilisateur. Donc, ça vient dans un second temps parce que on a besoin de plus de prérequis pour avoir accès à ces systèmes. On a besoin, la plupart du temps, d'être déjà en interne. Donc, je pense à des postes de travail, je pense à des TPE, donc des terminaux de paiement électronique. Donc, ça parlera beaucoup aux sociétés qui sont dans la grande distribution. Mais également tout ce qui est équipement mobile, donc téléphone, tablette. Aujourd'hui, dans la grande distribution, il y a beaucoup de toute la partie du sourcing est faite aussi avec tout ce qui est téléphone, tablette. Et malheureusement, si un pirate infecte ça, il peut avoir accès à des informations qu'on préférait garder secrètes, notamment par exemple les coûts de sourcing. Bref, c'est ce qu'on met là-dedans. Enfin, toute la partie ce que j'appelle autre, on a les attaques sur l'humain, donc le phishing, tout ce qui est terminaux industriels. Je pense notamment, quand je parle de terminaux industriels, à tout ce qui est tu sais, les pompes à essence, où tu vas rentrer les numéros de carte bleue pour payer directement, sans interaction humaine, je veux dire, sans personne pour t'aider. Exactement. Donc ça, c'est des choses que les pirates aiment bien pirater. Donc ça, ainsi que les guichets automatiques. Ils vont venir, c'est l'endroit parfait pour récupérer des numéros de carte de crédit, par exemple. Donc voilà, voici les principales tirs des attaques. Okay. Maintenant qu'on a une idée un peu précise de ce qu'est la cybercriminalité, est-ce que au niveau mondial, on peut penser que c'est vraiment très important et puisque en fait on avance dans le temps, parce qu'on avance aussi en matière de cybersécurité, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir tendance à dire, justement, puisque les entreprises investissent beaucoup, que le nombre d'attaques diminue, ou en tous les cas que les effets sont moins importants? Alors, ce que je te propose, c'est passer sur une petite infographie de Information is Beautiful. Alors, Information is Beautiful, c'est un site qui fait de la BI, qui recense plein de données, et ils en ont fait une sur les plus grosses fuites de données depuis ces dernières années. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer dessus, pour vous montrer un petit peu de quoi on parle. Et ce qu'on constate, c'est que depuis les années août, je suis un peu bas, donc depuis les années 2004, il y a des piratages plus ou moins importants, hein, par exemple ici HP. Mais plus je remonte dans le temps et plus j'ai de bugs. Donc, à savoir, plus j'ai de piratage, plus j'ai de failles. Et ça peut s'expliquer assez facilement. Donc, simplement parce qu'aujourd'hui, les sociétés, comme elles ont de plus en plus de besoins de personnaliser leurs offres, d'avoir des produits qui répondent le plus possible aux besoins de leurs clients, elles collectent de plus en plus de données. Et ces données, forcément, avant, elles n'étaient pas collectées. Avant, on collectait peut-être juste l'adresse mail de la personne pour lui envoyer un mail si on avait besoin. Aujourd'hui, on va collecter son nom, prénom, adresse mail, son numéro de téléphone, son adresse physique s'il y a besoin de lui envoyer des choses. On va lui collecter son numéro de carte bleue pour faciliter toute la partie paiement. Et toutes ces informations-là, du coup, elles sont stockées. Donc, on a de plus en plus de sociétés qui stockent des données vachement sensibles par rapport à avant. Et malheureusement, du coup, ça, les pirates, ils l'ont bien compris. Et du coup, on arrive au point où on en est aujourd'hui, donc avec beaucoup de piratage et des données extrêmement sensibles. Donc là, juste pour vous expliquer rapidement, j'ai classé par criticité. Donc, les bulles rouges que vous voyez, c'est en rouge très fort. C'est là où il y a eu soit des données de paiement, soit des données personnelles et médicales qui ont été volées. Des données critiques. Oui. Pour juste prendre trois cas marquants qu'on a eu récemment, donc l'année dernière, je vais prendre le cas de Facebook. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de Cambridge Analytica.
Donc Cambridge Analytica, c'était un scandale parce qu'on s'est rendu compte que des sociétés proposaient par le biais de Facebook à des politiciens de cibler, en fait leur programme pour se faire élire directement auprès des utilisateurs de Facebook. Parce que toutes les données étaient collectées et que par le biais de Facebook, Facebook était capable de dire ok, cette personne elle vote à droite, cette personne elle vote à gauche, du coup il faut lui proposer tel ou tel type de contenu. Donc ça a fait scandale et ça a fait beaucoup de bruit. Mais je peux en citer d'autres. Très récemment, il y a eu la fuite de données des hôtels Marriott. Là où, pour le coup, on a des données de carte de crédit, nom, prénom, téléphone, vraiment toute la partie de données personnelles qui s'est fait voler. Et donc là, c'est 500 millions d'enregistrements qui ont été volés. Marriott n'a bien évidemment pas encore communiqué sur combien ils ont dû payer pour gérer cet incident, mais à mon avis, ça va se chiffrer en milliards, à mon avis. On verra un peu tout à l'heure comment ça se chiffre. Et je vais prendre un dernier petit exemple. Il y a un cabinet d'avocats très connu, Mossack Fonseca, que vous connaissez peut-être, qui s'est également fait pirater il y a un certain temps. Et là, pour le coup, on a eu 2,6 Tera de données de politiciens, sportifs, criminels, voilà, exactement, et avec les transcriptions des différents jugements qui ont été faits, qui s'est retrouvé dans la nature. Donc évidemment, c'est des données extrêmement sensibles. Vous imaginez, je suis un criminel, je me fais arrêter, je purge ma peine, je suis réintégré dans la société sous un nouveau nom. Si mon nouveau nom vient se connaître, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter sur ma vie. Je vais devoir changer de ville, je vais devoir changer de nom. Voilà, enfin, ça représente des données extrêmement sensibles, des critiques qui peuvent jouer sur la vie des personnes. Donc voilà, de manière générale, merci d'être revenu sur les slides, c'est parfait. Ce qu'on constate, c'est que le piratage est en augmentation d'année en année. Il est de plus en plus efficace et de plus en plus facilité. Alors, du coup, en fait, on peut croire en fait que c'est relativement complexe de pirater. Est-ce que j'ai vraiment lieu de m'inquiéter pour mon entreprise? Parce que ça a l'air de requérir quand même un certain nombre de compétences et d'expertise assez pointues. Alors, malheureusement, non. Malheureusement, c'est quand même assez facile de te pirater. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des ressources pour apprendre à pirater sont directement disponibles sur Internet. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Et en fait, à la base, ces ressources, elles sont disponibles parce que c'est dans un but de sensibilisation et d'aider les entreprises à se protéger par elles-mêmes. Donc, il y a beaucoup de contenus qui vont t'apprendre à pirater, qui vont dire, bon, bah, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, pour te dire, ok, bon, tu es vulnérable là, du coup, je te corrige. Le problème, c'est l'utilisation qui est faite de ces outils. Je te donne un flingue, tu peux t'en servir pour me protéger, mais tu peux me tirer dessus aussi. Donc c'est le même principe. On met des armes à disposition dans un but de protection. Malheureusement, l'utilisation qui en est faite n'est pas régulée. Juste pour vous illustrer à quel point c'est simple, on va vous prendre 3 outils en ligne qui sont disponibles, que vous pouvez consulter par vous-même, pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Par contre, gardez à la mémoire que l'idée, c'est pas de vous expliquer comment pirater, mais juste pour vous montrer à quel point des personnes inexpérimentées peuvent avoir de l'information sur vous, sur vos machines, vos systèmes, et ce qu'il est possible de récupérer. Donc, moi, je vous propose de commencer par le site Shodan. Donc, Shodan.io, c'est un site américain, universitaire à la base, qui avait pour objectif de cartographier l'intégralité du net. Donc, l'intégralité du net, donc on va avoir la liste de toutes les machines qui sont disponibles sur Internet avec les services, les ports qui sont accessibles. Mais le problème, c'est que si j'ai accès aux services, je peux très rapidement savoir quels sont les systèmes qui n'ont pas de mot de passe sur ces services. Et du coup, je me retrouve, comme vous voyez à l'écran, avec des filtres de webcam qui sont accessibles par défaut, sans aucun mot de passe, où je peux aller consulter le garage d'une personne. Je me retrouve avec des caméras, avec des mots de passe admin-admin. Je me retrouve avec des équipements réseau, avec des mots de passe par défaut. Je me retrouve avec des serveurs de fichiers accessibles en libre accès, avec plein de choses dessus. On peut peut-être faire un petit focus sur la France ou la Bretagne. Tout à fait. Et donc, du coup, il suffit simplement de mettre à jour la requête. Et là, on voit donc que sur la ville de Vannes, on a 15 000 équipements exposés. Tout à fait. Et si on fait un petit... donc là, c'est sur Vannes, sur Brest. Donc tout ça, c'est des équipements, des services qui ont été scannés automatiquement sur Internet
Et donc, pour un pirate, c'est du pain béni, parce que du coup, j'ai juste à piocher. Imaginons qu'il y a eu récemment une fuite, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Shadow Brokers, c'est une grosse fuite d'informations du côté de la NSA, où il y a pas mal d'outils de la NSA qui ont été exposés, et du coup, on savait quel type de serveur fichier attaquer. Par exemple, l'Apache 2.2. Donc, je vais aller chercher les bouts de code sur Internet qui permettent de faire ça. Donc là, comme vous voyez à l'écran, il existe un site qui s'appelle Exploit Database, qui en fait va regrouper un ensemble d'exploits. Donc les exploits, c'est des bouts de code qui exploitent des failles de sécurité. Et du coup, avec Shodan, je corrèle en fait ces deux informations. Donc je prends le bout de code qui va bien, je prends la liste de tous les serveurs qui sont concernés et je balance. Et j'exécute mon bout de code sur tous les serveurs jusqu'à ce que j'ai des résultats probants. Simplement en tapant l'exploit qui va bien dans Shodan, on a toute la liste des serveurs. Il suffit ensuite d'appliquer le bout de code qu'on aura récupéré sur ce site-là pour vérifier que ça fonctionne. Exactement. Un navigateur. Voilà, c'est ce qu'il nous a fallu pour trouver des cibles à pirater. Juste un navigateur. Et Google dans tout ça? Ah bah oui, effectivement, tu as raison, parce que Google, c'est le meilleur moteur de recherche du monde, du coup, il crawl tout. Donc s'il y a des pages qui sont mal protégées, il va les voir. Et du coup, si on sait quelle requête passer à Google, il est capable de trouver des fichiers très intéressants. Donc ce que vous voyez à l'écran, vous voyez par exemple, on peut passer à Google des filtres bien particuliers. Donc là, par exemple, j'ai cherché dans la requête que j'ai passée à Google, les fichiers de type TXT qui contiennent le texte password et login info. Et du coup, tout ce que vous voyez affiché, c'est des fichiers qui contiennent ce type d'informations. Donc j'en prends un par exemple. Et donc là, par exemple, j'ai un mot de passe qui a été changé en décembre 2018, donc c'est quelque chose de très récent, avec le nom et le mot de passe du serveur concerné. Donc voilà, ça c'est le genre d'information qu'on peut retrouver sur Google. Et il y a plein de choses. On peut retrouver des numéros de carte bleue, on peut retrouver des plans de magasins, on peut retrouver plein de choses. Vraiment beaucoup de choses. Là, par exemple, un petit exemple qu'on a voulu vous montrer, un numéro de licence. On peut retrouver des numéros de licence directement sur Google, si je te laisse l'afficher. Donc là, par exemple, on a le numéro de licence de Data Fabric Manager. Donc voilà, beaucoup d'informations qui peuvent se retrouver sur Internet. Donc ça peut très bien être, donc là ça ne vous concerne pas forcément, mais ça pourrait très bien être, si c'est mal protégé, vos secrets industriels, vos coûts de sourcing, vos interfaces, vos données clients, directement accessibles et directement contrôlés par Shodan. On a eu le cas chez un de nos clients il y a un certain temps. Il s'est rendu compte qu'il y avait un de ses serveurs de fichiers qui était exposé sur Internet, sur lequel il y avait des sauvegardes de ses bases de données. Malheureusement, c'était accessible à tout le monde. Shodan avait identifié le partage du fichier, donc il est très probable que les données ont été récupérées. Donc je dis très probable parce que malheureusement, comme il n'avait pas activé les fonctionnalités de login, de traçabilité, on n'a pas su répondre à cette question. Mais il y a de très fortes chances que c'est effectivement. Effectivement, ça a l'air très simple. Est-ce qu'il est quand même possible d'essayer de catégoriser un petit peu ces attaques pour qu'on sache en gros où prioriser et où mettre nos efforts? Ok, très bien. Dans ce cas-là, on va se concentrer sur les vecteurs d'attaque principaux qui existent. Donc quand je parle vecteur d'attaque, je parle donc des voies et des moyens qui permettent à un pirate d'attaquer un système. Sauf qu'on va le traiter de façon un peu différente. On ne va pas juste prendre le vecteur d'attaque, mais on va l'aborder sous le principe de risque. Donc le risque, c'est la probabilité que l'attaque ait eu lieu. Donc, imaginons, si je parle de risque d'indisponibilité d'un système, si j'ai aucun système qui est exposé sur Internet, le risque est beaucoup moins élevé que si j'ai des systèmes exposés. Juste pour vous donner un exemple. Donc on va s'attarder sur quelques risques en particulier. Donc le phishing que vous connaissez déjà, donc essayer de tromper l'utilisateur, les faux ordres de virement, les arnaques au faux président, les dénis de service que je viens d'évoquer, les systèmes obsolètes qui peuvent être sur Internet, les erreurs de configuration, les applications web vulnérables et les malwares. Donc cette attaque, c'est généralement les vecteurs d'attaque les plus communs utilisés contre les petites et moyennes entreprises. Et on peut les regrouper en trois principaux risques qui sont le viol et la violation de la confidentialité des données, l'indisponibilité du système et la cyberextorsion. Donc ce que je te propose, histoire qu'on puisse mettre un peu des chiffres là-dessus, parce que c'est un peu flou hein, quand même, c'est de faire une simulation. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une petite PME qui a 50 employés, qui fait un petit chiffre d'affaires de 6 millions par an, et qui s'est fait voler une base de 10 000 clients. Donc vous allez me dire, bah oui, 10 000 clients, c'est pas grand-chose, 10 000 clients. On va voir. Donc, il y a déjà y avoir des coûts pour identifier la fuite, et la corriger. Ensuite, on va appeler des consultants et des experts
pour nous aider à s'assurer qu'il n'y a pas d'autres trous dans notre protection ailleurs. Ensuite, en prévision de toutes les poursuites juridiques qui vont y avoir lieu, parce qu'il va y en avoir forcément, on va faire appel à un cabinet d'avocats externe qui va venir nous accompagner sur ce problème-là. On voit déjà que les coûts montent très très vite. On est en défaut, on est en faute, du coup on va devoir dédommager. On va partir du principe qu'on a juste 1% des clients de notre base qui se plaint et qui vient porter plainte contre nous. Du coup on va devoir dédommager ces clients. Donc, là, comme tu peux voir l'ardoisement très 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 vite. Et généralement, la justice demande, en cas de piratage, où il y a beaucoup d'identités comme ça qui se retrouvent dans la nature, que l'entreprise en faute paye un service de protection d'identité. Qu'est-ce que c'est? C'est juste des sociétés qui vont venir s'assurer que les données qui se retrouvent sur Internet, les pirates ne puissent pas les utiliser. Donc si l'entreprise détecte un cas frauduleux d'utilisation d'une donnée, elle va faire en sorte que ça n'a pas d'effet, elle va aider le client à protéger ce qui reste de son identité un peu bafouée. Donc ça nous fait déjà des coûts encore, mais c'est pas fini, il y en a encore, je suis désolé. Ben oui, parce qu'il va falloir expliquer à nos victimes comment ça se passe pour qu'ils puissent corriger leurs problèmes, comment est-ce qu'on va les accompagner, et pourquoi est-ce qu'il ferait bien de rester chez nous. Malgré tout ça, il y en a quand même 300 qui s'en vont, sur les 10 000 qu'on avait à la base, donc 3%. On a réussi à en garder le reste, c'est un bon chiffre, hein, c'est plutôt optimiste. Encore des coûts, et on va dire que, ok, sur l'ensemble du chiffre d'affaires qu'on réalisait, on va avoir une petite baisse de la marge par rapport aux dégâts qu'on a à la réputation. Bon, c'est pas facile à estimer, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Et si on fait la somme de tous ces chiffres, on arrive donc pour une fuite de 10 000, une base de données de 10 000 clients, à un total d'un demi-million d'euros. Donc ça représente, tu vois, quand même des coûts très lourds à absorber pour une petite et moyenne entreprise. On a été un peu plus rapide sur les deux autres risques, à savoir les fuites de données et la cyberextorsion. Bon, c'est juste pour vous donner l'idée de comment est-ce qu'on calcule ces différentes choses. Un ordre de grandeur, tout à fait. Donc, côté indisponibilité des services, donc ça, c'est des études qui ont été réalisées. On estime que pour les PME, c'est entre 10 000 euros et 500 000 euros. Ça va vraiment dépendre de quel est le secteur d'activité de l'entreprise. Si on a une entreprise qui fait la distribution avec pour principaux canaux de vente des sites web, là, effectivement, ça va être extrêmement douloureux s'ils se font DDoS leur site. Donc, juste pour préciser, parce que peut-être DDoS, c'est un peu flou pour vous. Donc, DDoS, c'est je vais utiliser des réseaux de milliers d'équipements informatiques pour envoyer des requêtes sur un seul site. Bien évidemment, le site ne va pas être en mesure de répondre parce que c'est un trafic auquel il n'est pas habitué et il va tomber. Et donc, ce que font les pirates, c'est ils font ça jusqu'à ce que vous payiez une rançon. Et bien évidemment, ils ne vont pas le faire n'importe quand. Ils vont le faire pendant un Black Friday, pendant un Cyber Monday, les périodes des fêtes, vraiment là où le chiffre d'affaires est le plus important. Donc ça, c'est pour l'indisponibilité pour une attaque DDoS. Et en plus, il faut savoir que ce n'est pas très cher pour un pirate, donc 400 euros la journée. La FNAC, à mon avis, elle fait beaucoup plus que 400 euros la journée. En termes de coûts et rançon, on peut demander, voilà, impact. On est quand même sur des choses très différentes. Je termine avec la cyberextorsion. Donc, cyberextorsion, c'est encore une fois, c'est du chantage. Donc là, on est généralement sur un ransomware. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, un CryptoLocker, donc un petit malware qui va arriver sur votre système, qui va chiffrer l'intégralité de vos données, qui va vous dire, si vous voulez les récupérer, vous me payez. Donc ça coûte entre 50 euros et 200 euros au marché noir. Sachant que pour 200 euros, tu as vraiment le CryptoLocker de qualité. Celui où tu as carrément juste à faire du clic-clic, tu choisis tes cibles, tu as limite le service après-vente qui te dit qui c'est que tu as payé, ton coût de conversion sur l'attaque que tu as lancée. Donc là, on est vraiment sur du top service. Il y a vraiment une industrialisation aujourd'hui de la cybercriminalité qu'il ne faut pas négliger pour ces raisons-là, comme je vous disais, parce que de plus en plus de données sont collectées, parce que de plus en plus de données sont exposées. Donc il faut faire attention. Donc pour une cyberextorsion, en moyenne, on considère qu'on est environ à 175 000 euros de frais pour les entreprises. Y compris parce que les entreprises payent. Y compris parce que les entreprises payent, malheureusement. Alors que, effectivement, le premier réflexe, c'est de ne jamais payer. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut prioriser justement ces attaques et on se concentre sur quoi pour commencer? Alors, la question c'est de quel secteur d'activité tu fais partie. Puisque tu ne vas pas mettre les mêmes efforts budgétaires et tes ressources sur les mêmes risques si tu es dans la santé ou si tu es dans l'industriel. On n'est pas du tout sur les mêmes données hébergées, on n'est pas du tout sur la même façon de traiter ces données et de les échanger avec les différents prestataires, partenaires. Et donc forcément,
on a des risques spécifiques en fonction de chaque secteur. Donc, ce qu'on va faire ensemble maintenant, c'est juste vous présenter pour les 3-4 secteurs bretons principaux, quels sont ces différents risques et ce qu'il faudrait prioriser. Commençons avec la distribution. Donc, la distribution, c'est le secteur qui est le plus attaqué par l'externe, parce que c'est le secteur qui traite le plus de données carte bancaire, tout simplement. Donc, ce qui va être le plus ciblé, c'est les canaux de vente en ligne, c'est les terminaux de paiement électronique, et c'est ça qui va être le plus attaqué. Donc, l'idée, pour se sécuriser très rapidement, si on est une PME qui est dans ce secteur-là, c'est de mettre en place les moyens pour protéger ces terminaux-là. Donc, des scans de vulnérabilité et des tests d'intrusion sur les sites internet pour être sûr qu'on ne puisse pas être piraté, ainsi que sur les terminaux de paiement électronique. Donc, avoir aussi un bon antivirus sur les terminaux de paiement, c'est s'assurer que ces terminaux de paiement ne vont pas pouvoir être modifiés et que les données ne vont pas pouvoir se retrouver dans la nature. Je vais juste prendre un petit exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Target, une société entre 2014 et 2016, américaine, qui s'est fait pirater. Les terminaux de paiement électronique se sont fait infecter par un malware et plusieurs, je crois il y a 60 millions de numéros de carte de crédit qui ont été exfiltrés par les pirates. Je vous laisse imaginer combien ils ont dû payer à la banque, aux clients pour résoudre le problème. Et en termes d'image après. Oui. Donc ça, c'est pour la partie distribution. Pour les télécoms, là, les principaux risques, c'est plutôt au niveau du déni de service et du piratage d'applications web. Effectivement, les télécoms vont mettre en place des différents services qui sont accessibles sur Internet. Et si ces services tombent, en termes d'image, on est très mal. C'est pour ça qu'encore une fois, on est sur plutôt des attaques de l'externe. Donc toujours mettre, pour toutes ces sociétés où il y a les canaux de vente et les services qui sont proposés en ligne, toujours mettre les moyens qui vont en œuvre pour se protéger. Scan de vulnérabilité, tests d'intrusion. Il y a des protections contre les dénis de service qui existent, qui vous permettent de résister à ce type de piratage. L'idée étant pour les pirates, encore une fois, de récupérer des données personnelles, de faire mal aux entreprises. Voilà. Maintenant, on passe sur la partie industrielle, donc le secteur naval et automobile très présent en Bretagne. Donc là, on est plutôt sur du cyberespionnage. L'idée, c'est de savoir quel est le nouveau moteur qui va être utilisé, quels vont être les nouveaux secrets de fabrication des différentes firmes, ainsi que quelques applications web qui peuvent être exposées en externe. Et c'est encore une fois, là, c'est ça qu'il faut protéger. Donc, il y a beaucoup de sociétés en industriel qui proposent des VPN, donc des portails d'accès depuis l'extérieur à leurs collaborateurs. Donc, protéger toutes les voies d'entrée à ces différentes entreprises, c'est protéger ces données. Et moi, ce que je vous recommande aussi, c'est des outils de protection contre les fuites de données. Enfin, la santé, c'est le seul secteur d'activité, comme vous pouvez voir, où les attaques viennent principalement de l'interne. Donc, comme je dis, les attaques viennent de l'interne, ce n'est pas forcément des attaques. C'est la plupart du temps des actes malencontreux de personnes qui n'ont pas été sensibilisées à la sécurité, qui font des erreurs grossières, des erreurs de process. C'est un médecin qui se balade dans un train avec son PC, qui se fait voler son PC et tu as toutes les données patients qui sont marquées dessus, sur lequel il y a aussi 6 identifiants de connexion à la Sécu et aux différents logiciels qu'il utilise, et qui vont permettre de récupérer beaucoup d'informations. Un exemple qu'on peut prendre, puisqu'on parle de la santé, c'est un hôpital en Californie. Il y a une des secrétaires de direction qui malheureusement n'a pas fait attention, qui a téléchargé un CryptoLocker sur son poste, qui a été infecté l'intégralité des postes de l'hôpital, ainsi que les équipements médicaux. Je vous laisse aller expliquer à vos patients pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas les perfuser ou pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas les traiter parce que vos équipements ne marchent plus. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose de très sensible parce que là, on a vraiment la vie des personnes qui est en jeu et qui doit absolument être protégée avec les bonnes méthodes, les bons risques. Est-ce qu'on peut avoir un éventail dans ce cas-là des solutions? Donc on a vu effectivement pas mal de propositions. Concrètement, ça coûte combien à l'entreprise? Ok, donc là on est parti sur un petit exemple, une petite simulation, encore une fois, on aime bien les chiffres. On est parti encore une fois sur une société qui fait un petit chiffre d'affaires de 2 millions. Généralement, le budget DSI sur ce type de société, c'est 5%. Donc 5%, ça fait 100 000 euros. Donc sur 100 000 euros, voilà comment est-ce qu'on pourrait répartir une partie de ces 100 000 euros pour aider à sécuriser l'entreprise. Je vous rappelle, mettez en comparaison ces chiffres avec ceux qu'on a vus tout à l'heure sur ce que ça coûte. D'un côté, on a un demi-million d'euros. Ici, on est sur des coûts qui, allez, à l'année, si on extrapole tout,
allez, peuvent monter grand maximum à 50 000 euros. Si vraiment on veut faire beaucoup de tests d'intrusion, beaucoup de scans de vulnérabilité, ça reste quand même négligeable par rapport à ce que, par rapport au risque. Et tant que vous n'avez pas testé vos systèmes, vous ne savez pas. C'est comme si vous conduisiez les yeux fermés. Peut-être que vous allez réussir à rester sur la route, peut-être que vous allez sortir et vous prendre un arbre. Donc c'est vraiment ça. Pour l'instant, tant qu'il n'y a aucun test qui a été réalisé, on ne sait pas vers où on va, on ne sait pas à quoi on s'expose. Donc la sensibilisation des utilisateurs, donc en fait il y a aujourd'hui beaucoup d'outils et de contenu qui est disponible sur Internet gratuitement. L'ANSSI propose même pas des séances de sensibilisation, mais du contenu que vous pouvez mettre à disposition de vos collaborateurs, des posters à imprimer, des vidéos qui vont venir vous aider à aider vos collaborateurs à prendre conscience de ces risques et de ne pas faire de bêtises. Une fois que vous aurez fait toute la partie sensibilisation, il y a aussi toute la partie contrôle à réaliser. Donc, un des scénarios les plus classiques, c'est les tests de phishing. Donc là, pour le coup, c'est une société de services en sécurité qui va vous envoyer, à vous et à vos collaborateurs, des mails frauduleux et qui va faire juste des statistiques pour savoir, OK, donc sur mes employés, j'en ai 30% qui ont cliqué sur le mail, sur la pièce jointe, alors qu'ils n'auraient pas dû. Donc ça va vous permettre de suivre l'évolution de la culture sécurité au sein de votre entreprise. Donc voilà. Ensuite, bon, après, évidemment, il nous faut quand même un minimum de boîtes, il nous faut des pare-feux, il nous faut des antivirus. Donc là, on a une petite estimation pour une centaine de machines, avec une bonne protection mail et anti-spam. Donc ça nous fait à peu près du 2500 €, à peu près. Le chiffrement aujourd'hui, la plupart des entreprises, surtout les PME, utilisent Windows. Windows propose aujourd'hui d'utiliser à des outils de chiffrement qui sont inclus dans la suite Windows, que vous pouvez utiliser, qui vont vous permettre de vous prémunir de perte de données en cas de vol. Si vous êtes amené à voyager beaucoup, c'est ce qu'on préconise. Toutes les personnes qui sont des utilisateurs nomades d'un système d'information doivent avoir leur PC chiffré. Parce que c'est des choses qui partent très rapidement. Je pense notamment à un ami qui est directeur du sourcing pour une grande boîte en métropole. Et cette personne est partie en soirée. Et il y a quelqu'un qui lui a demandé s'il pouvait passer de la musique sur son téléphone. Le truc, c'est que la personne est partie longtemps. Et on a eu un coup de téléphone de cette personne qui nous dit « Je crois que les gens m'écoutent ». Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, son téléphone, au cours de cette soirée, avait été infecté par un malware qui écoutait ce qui était dit, les SMS qui étaient envoyés, ces conversations, les vidéos de cette personne. Voilà, donc ça c'est ce qui peut se passer quand on ne fait pas attention. Le monitoring, donc il y a de très nombreux logiciels qui sont possibles. Donc il y a des logiciels qui sont gratuits, vous pouvez trouver, qui peuvent vous aider à gérer votre parc pour s'assurer qu'on n'a pas par exemple de PC qui n'a pas d'antivirus. Parce qu'aujourd'hui on a quand même, sur les attaques dont on vous a parlé tout à l'heure, il y a quand même 61% des sociétés pour lesquelles il n'y avait pas d'antivirus. Les personnes travaillaient sans antivirus, alors qu'il y a moyen d'avoir même des antivirus gratuits. Donc là, on est plus sur un problème de culture d'entreprise, encore une fois. Après, sinon, vous pouvez aussi externaliser ce monitoring. Si ça représente quelque chose de trop coûteux pour vous de monitorer par vous-même, vous pouvez très bien demander à une société de le faire pour vous. Enfin, comme on en a déjà un petit peu parlé auparavant, les tests d'intrusion et les scans de vulnérabilité. Donc, les scans de vulnérabilité, l'idée, c'est de identifier très rapidement des erreurs de configuration grossière, des serveurs non mis à jour, des serveurs de fichiers accessibles, des postes infectés, et les remonter très rapidement. Donc, c'est ce qu'il faut faire quand on n'a aucune idée de où est-ce qu'on est aujourd'hui au niveau de son SI. Et après, on a les tests d'intrusion. Alors, les tests d'intrusion, c'est un peu différent. Autant le scan, il va aller juste survoler la surface, voir qu'il y a des trous à droite à gauche. Autant le test d'intrusion, on va aller rentrer dans ces trous et aller essayer de creuser le plus loin possible pour essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Est-ce que, autant le scan de vulnérabilité va dire, OK, serveur de fichier disponible ici. Autant le test d'intrusion va dire, serveur de fichier piratable sur le réseau interne, à partir duquel je peux taper sur l'Active Directory, récupérer le compte de tous les utilisateurs, et prendre le contrôle du système interne. Donc voilà, il y a deux niveaux en fait de recherche en fait. C'est exactement ça. Donc vous voyez, donc pour un coût modéré, on arrive quand même à avoir des protections quand même efficaces. Et donc c'est important surtout pour les petites et moyennes sociétés parce que c'est les plus touchés. En ce moment, on parle beaucoup de RGPD. Est-ce que le RGPD a un impact justement sur la sécurité des données et en quoi est-ce que ça peut aider les entreprises? Alors, le RGPD, effectivement, l'objectif, c'est
amener à ça, amener à cette prise de conscience en termes de sécurité, à la co-responsabilisation des sous-traitants, s'assurer que tout le monde prend bien conscience de la valeur des informations qu'il gère et y mettre les moyens. Donc c'est vraiment ça le RGPD, c'est dans ce but-là que ça a été créé. Ça ne change pas tellement par rapport à ce que la CNIL faisait avant, ça a juste donné plus de moyens à la CNIL d'action, et c'est ce qui se passe. Comme tu peux le voir, Bouygues et Optical Center ont eu des amendes assez lourdes récemment, parce que leur site web était vulnérable et qu'il était possible pour une personne externe de récupérer l'ensemble des factures de l'ensemble des clients. Sur une facture, je te laisse imaginer les données sensibles qu'il peut y avoir sur un client. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Sinon, en termes de à quel point ça a été adopté par les petites et moyennes entreprises, donc c'est assez divers. Autant on en a quelques-unes qui ont complètement adopté, qui ont à fond là-dedans et qui sont déjà complètement autonomes là-dedans, qui font leur déclaration de niveau, qui gèrent leur gestion, leur plan d'impact. Autant il y en a d'autres, effectivement, chez qui ce n'est pas encore un sujet mature, malheureusement. Très bien. Merci pour ce panorama, ce tour d'horizon. Un petit récapitulatif donc, de ce qu'on vous a présenté. Donc, l'objectif était vraiment de faire un focus sur la cybersécurité, sur les différents types d'attaques, sur les différents risques, sur les coûts et sur les solutions qui sont envisageables. Est-ce que peut-être vous avez maintenant de l'autre côté de l'écran des questions auxquelles Grégory pourrait répondre ? Alors, on a une question de Jean-Michel. Pour être bien protégé, combien faut-il faire de scans de vulnérabilité ou de tests d'intrusion par an? Vous êtes où, Jean-Michel? Ok. Donc, pour répondre à cette question, Quimper. L'état de l'art de la sécurité demande au moins un test d'intrusion externe et un test d'intrusion interne par an. Donc, l'externe pour s'assurer que les systèmes exposés ne sont pas à risque. Interne pour s'assurer qu'un collaborateur malveillant, un prestataire malveillant ou quelqu'un qui arriverait par exemple par le biais d'un Wi-Fi à se connecter à votre réseau interne puisse attaquer vos systèmes de l'intérieur. Un test d'intrusion interne, un test d'intrusion interne, un test d'intrusion externe par an. Et pour surveiller toute la partie parc, gestion des configurations, l'état de l'art demande 4 scans de sécurité, de vulnérabilité par an. Donc ça, c'est l'état de l'art. Évidemment, vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus. Ça va vraiment dépendre de quel type de société vous êtes. Si par exemple, vous êtes une société qui est extrêmement mobile, qui propose des nouveaux services, des nouveaux canaux de vente, je ne sais pas, moi, bien tous les 3 mois, extrêmement efficace, eh ben, ce qui est recommandé, c'est qu'à chaque fois que vous proposez un nouveau service, c'est de faire un test d'intrusion ou à minima un scan de vulnérabilité sur ce service. C'est vraiment la base de la base. Très bien. D'autres questions? Une question de Loïc. N'y a-t-il pas un risque pour la DSI et ou pour l'entreprise d'externaliser ce type de mission sécurité? Pas forcément. Pas forcément parce que externaliser ça, c'est quand même s'entourer des meilleurs experts, des meilleures méthodologies de test et d'accompagnement et de permettre en fait de manière assez récurrente de traiter sa sécurité. Alors même si vous ne le traitez pas à fond, c'est quand même aborder le sujet et mettre en place des bonnes pratiques au sein de votre entreprise pour la gérer. Donc, même si vous ne serez pas aussi efficace qu'une société, qu'une multinationale qui a effectivement des équipes de vingtaine de personnes pour traiter sa sécurité, au moins on aura les briques de poser, les utilisateurs sont sensibilisés et donc on s'expose beaucoup moins aux risques qu'on a vu ensemble. Alors, on a une autre question. Existe-t-il des certifications pour les personnes qui interviennent sur les systèmes? Vous parlez de certification en sécurité, j'imagine? C'est ça, certification sécurité. Effectivement, il y en a un certain nombre. Donc, il y a le CEH qui est tout ce qui est hacker éthique. On a l'ISO 27001 qui est comment gérer sa sécurité de manière récurrente, comment s'inscrire dans une logique d'amélioration continue de la sécurité. De bonnes pratiques. Exactement, tout à fait. Et ça va, après, il y a en fait toute la série ISO 27000, c'est les certifications orientées sécurité. La CISPP. La CISPP, tout à fait, également. Donc j'ai donné les plus connus. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Si vous avez des questions, de toute façon, vous avez l'adresse mail qui est affichée dans le lien de votre invitation à laquelle vous pouvez poser toutes les questions et on s'attachera à y répondre. On vous fera également parvenir le replay de ce webinaire. On vous enverra également le support qu'on vous a projeté. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on termine. Ah, si, il y a encore une question. Comment juger de la compétence et de l'honnêteté d'un prestataire? Alors, pour juger de la compétence et l'honnêteté d'un prestataire, c'est une démarche que vous devez mener par vous-même. Il existe en fait des questionnaires que vous pouvez réaliser par vous-même, que vous pouvez envoyer à votre prestataire pour lui demander si par exemple, je reformule, pardon. Ça va vraiment dépendre de quels sont vos liens avec lui. Ça, c'est la première question à vous poser comme question, c'est quelle est la partie du SI qui infogère pour vous, ou quelles sont les données que vous échangez avec lui. En fonction de ça, vous allez lui poser plus ou moins de questions. S'il héberge les données pour vous, vous allez lui demander, OK, de quelle façon les données sont hébergées? Est-ce que vous répondez à des standards particuliers de protection de mes données? Et ça, c'est des questions que vous pouvez poser. Vous allez voir très rapidement en posant ces questions si les personnes sont capables de répondre ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une démarche Secure by Design. On a, côté OpenSphere, beaucoup de questionnaires, mais on a une méthode spécifique à ce sujet, où on va venir accompagner en fait, un client à identifier le niveau de maturité de ses différents partenaires et prestataires. Pour s'assurer justement qu'on n'ait pas de risque à plus ou moins long terme. C'est aussi quelque chose de contractuel. Hein. Donc il y a une question effectivement de technique, mais c'est aussi une question de contrat. Ok, une question de Romain. Connaissez-vous la charte cybersécurité des prestataires du numérique mise en place par la CCI MBO? Alors très honnêtement, pas du tout. Là pour le coup, je ne la connais pas. Effectivement, il y a de plus en plus de chartes cybersécurité auxquelles adhèrent un certain nombre d'entreprises et qui permettent justement de faire le tri entre les différents prestataires et qui donnent déjà un certain niveau de confiance et ou de certification. Oui. Alors je connais celle de l'ANSSI, mais celle de la CCI MBO, non. Eh bien, on regardera ça en détail. Tout à fait. Ah, merci. Merci pour le lien. On va jeter un œil. Très bien. Je vous propose qu'on termine là ce webinaire. Donc, comme je le disais, on vous enverra donc le support qu'on vous a présenté. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute question complémentaire. Et on vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour un autre webinaire, probablement sur la sécurité et ou sur l'hébergement des données. Donc, voilà. Merci à tous, à très bientôt et bonne journée.